Comme j'ai souvent l'habitude de dire, je dis souvent qu'il faut que l'Afrique arrête de penser avec la tête d'autrui. Il faudrait que l'Afrique arrête la tête d'autrui, les mentalités d'autrui, les propositions qui viennent forcément d'ailleurs. Nous avons plus de 60 ans maintenant d'indépendance. Il faudrait que l'Afrique se au FMI, à la Banque mondiale. À la Banque mondiale, je vais venir tout à l'heure là, parce que quand vous n'avez pas de propositions, obligatoirement ils vont venir vous faire des propositions. Je vais vous prendre, c'est-à-dire il y a plus de 4 décennies maintenant, l'Afrique au sud du Sahara a été pleinement emportée dans une spirale de déclin économique et social. Donc, au moment où on cherchait à entrer dans les années 80, il y a eu une combinaison nuisible des forces internes et externes, c'est-à-dire qui rendait souvent précaires les faiblesses structurelles de nos économies. Donc, face à tout cela, on a constaté qu'il y avait ce que vous venez de signaler tout à l'heure, le problème de santé, d'éducation, d'alphabétisation. Donc, quand vous regardez tout cela, on se dit que quelle est son origine? Parce qu'il ne faut pas souvent s'attaquer aux choses selon les effets, mais plutôt les causes. Donc, quand vous prenez la première crise que l'Afrique a subie, c'est-à-dire le premier choc pétrolier qui dénote que 20 années, 1960-80 de progrès et de développement, ça n'a pas permis à l'Afrique de préparer la série de chocs qui avaient frappé l'économie mondiale après la seconde flambée des prix de produits pétroliers, mais également les récessions qui ont résulté dans les pays industrialisés. Alors, il y a eu des facteurs dépressifs interconnectés qui avaient été à la base. En premier lieu, d'abord, il y a eu le commerce international qui avait atteint un taux annuel de 5,7% pendant les années 70. En deuxième lieu, il y a eu la brutale chute des cours des matières premières et la hausse des prix des produits manufacturés. On venait prendre nos matières premières ici, à vil prix, on les amenait, on fabriquait les choses, on nous amenait, mais on nous vendait aussi très cher. Cela ne pouvait pas être bénéfique à notre économie. En troisième lieu, il y a eu les taux d'intérêt nominaux sur la dette extérieure de l'Afrique, qui étaient entre 2 et 2,6%. En quatrième lieu, il y a eu les conditions aussi d'emprunt extérieur. Donc, face à cela, il y a le Fonds monétaire international qui s'est dit qu'il fallait apporter des solutions qui pouvaient pallier aux difficultés que les pays africains avaient. Mais sauf que, à l'idée, le FMI a trouvé que la crise était assez profonde. Maintenant, la Banque mondiale s'est ajoutée. Et quand la Banque mondiale s'est ajoutée, ils ont proposé maintenant un plan qu'on appelle le PAS, le programme d'ajustement structurel. Et ce programme avait pour but, selon les initiateurs, réduire le coût de la main-d'œuvre, accroître la compétitivité, la production et l'emploi. Mais en réalité, on a vu que ça avait d'autres buts. C'était le remboursement de la dette extérieure de l'Afrique. Donc, par rapport à ça, il y a eu 241 programmes d'ajustement structurel qui avaient été mis en place dans 36 pays d'Afrique, à l'exception de quelques pays comme le Comore, le Djibouti, la Swaziland, les îles du Cap-Vert. Oui. Je voulais venir très profondément, ça va être très intéressant. Oui, c'est important qu'on actualise voilà. Maintenant, le débat. Il faut connaître que quand on prend le cas spécifique, par exemple, de la Guinée, il faut comprendre qu'en 1984, le FMI avait initié avec la Guinée une dévaluation à hauteur de 25%. Parce que la Guinée avait dit, nous n'allons pas prendre toutes les propositions que vous allez amener comme ça à tutelle, nous allons réfléchir là-dessus, nous allons voir si c'est utile à notre économie. C'est ainsi que un plan a été mis en place, mais un plan graduel qui allait permettre de dévaluer la monnaie guinéenne à hauteur de 25%. Mais ce que vous ne savez pas, l'une des plus grandes catastrophes en termes de dévaluation s'est passée dans 2 pays au monde, dans l'histoire de l'économie. Les grandes gueules. La première, vous avez dit? En France et en Guinée. La première en France, c'est lorsque, brutalement, Hitler s'est levé pour dévaluer le franc français, pour dire qu'un mark qui était l'équivalent de 10 francs français est désormais l'équivalent de 20 francs français, sans tenir compte de rien. En 1985, on a dévalué la monnaie guinéenne à hauteur de 92%. Ça a été l'une des plus grandes catastrophes économiques. Et à cela aussi, toujours dans le cadre du programme d'ajustement structurel. Mais est-ce que ce n'était pas aussi une monnaie qui était aussi surévaluée quand on sait qu'elle n'était même pas convertible quand même. Voilà ce que nous trompons. Vous savez, en économie, même dans toutes les sciences, il y a ce qu'on enseigne à l'école et puis aussi à la réalité des choses. Quand même entre le CILI et le dollar, avec l'économie exemple qu'on a fait, l'économie socialiste. Oui, Mohamed, ce que vous oubliez, en 1945, quand on mettait le Fonds monétaire international, il y avait un principe qui avait été dicté. On a dit que toutes les nations indépendantes étaient libres de fixer leur monnaie à parité. Bien. Gold Exchange standard. Ouais. Moi, je peux vous ramener. C'est important, Monsieur Kaba. Oui, c'est important de vous ramener sur comment l'Afrique, la Guinée particulièrement, au sortir de cette pandémie, comment relancer nos économies, sur quel levier faut-il agir? Est-ce qu'il faut continuer à se rabattre sur les mines, parce que les mines quand même c'est très important dans l'apport économique
l'apport des mines est très important à l'économie guinéenne. Faut-il continuer à appuyer sur ce levier ou il faut diversifier? Sur quel autre levier peut-on, l'État, la Guinée peut appuyer pour se relancer au plan économique? Ça fait très mal quand on parle souvent à chaque fois des mines. Le Ghana, l'année dernière, l'exportation agricole a apporté au Ghana 6,3 milliards de dollars. Vous imaginez? Ce qui fait 2 fois le PIB de la Guinée. Pourquoi toujours les mines? Et même cette question de mines, il y a ma publication que je vais essayer de faire très prochainement de ma propre philosophie économique et politique que j'appelle le circonstancialisme, qui est une synthèse du capitalisme qui dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas être assisté. Le libéralisme dit que ceux qui ne participent pas à la production ne doivent pas participer ou bien ne doivent pas bénéficier des fruits de la production. Les socialistes aussi, vous les connaissez. Donc, présentement au monde, il n'y a aucune tendance de ces tendances-là qui s'applique réellement. Regardez le président Macron. Chaque fois que vous le demandez s'il est de droite ou bien de gauche, ou bien s'il est libéral ou bien socialiste, il dit tout simplement qu'il est pragmatisme. Pourquoi? Regardez la France. La France qui se réclame un pays libéral, mais la dette des entreprises publiques françaises dépasse plus de 26 milliards d'euros. Je vous dis bien 26 milliards. Bien. Donc, ce qui veut dire qu'ils injectent de l'argent dans le secteur privé. Or, c'est ce qu'on nous interdit ici, chez nous. Maintenant, dans ce genre de contexte, toute l'Europe va injecter quand même. Toute l'Europe va injecter, même les États-Unis. Donc, dans le contexte actuel guinéen, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez la SAC de Sigiri. Depuis maintenant plus de 30 ans, on n'a pas toujours la capacité de gérer nous-mêmes. Il faut la nationaliser. J'ai un ami, par exemple... Comment ça? Mais ce n'est pas un investissement guinéen, quand même. Mais c'est bien possible de renationaliser une entreprise privée. Mori Kaba, attention. Je vous dis bien. Attention, ça glisse. Je sais de quoi je parle. Mais ça glisse quand même. Je vous dis très bien. C'est des investissements étrangers, quand même. Je vous dis très bien. Mais là, vous n'allez pas tomber dans le communisme, là. Non, pas le communisme. Mais si. Mais attendez. Mais je vous dis. C'est des capitaux étrangers. Mais je vous dis très bien. Regardez, par exemple, en France, le ministre de l'économie et des finances, très récemment, il a dit qu'il faut encore recapitaliser certaines entreprises, mais au-delà de la récapitalisation, il a dit aussi qu'il faut nationaliser certaines entreprises. Mais les entreprises en difficulté. Oui, mais en difficulté. Oui, en difficulté. Lorsque l'investisseur n'est plus à même de continuer à faire vivre, l'entreprise, lorsque des emplois importants sont menacés. L'option de toute démocratie, l'État peut penser à cette option. Mais vous avez quand même, vous avez une production. Je vous donne un autre exemple. Il y a eu aujourd'hui des cadres guinéens qui ont travaillé à la SAG. Il y a beaucoup d'orpailleurs aujourd'hui à Sigiri, des jeunes qui sont des milliardaires. Encadrez-leur, réunissez-leur, injectez de l'argent, créez une société à l'image de la SAG qui va exploiter. La Guinée peut avoir plus d'argent que quand elle obtient seulement que des pourboires à travers la SAG. On dit en management que chaque cadre d'une entreprise, qu'à chaque cadre supérieur d'une entreprise est lui-même aussi une entreprise. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'un ami d'enfance qui a fait plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des mines. Il y a des milliers de Guinéens comme ça. Vous les réunissez. L'État injecte de l'argent dans un cadre de partenariat public-privé. Vous pensez qu'on ne peut pas relever le défi? C'est de cela qu'il faudrait-il que cet argent pour un État qui aujourd'hui est en train de se surendetter, parfois même simplement pour boucler le budget national, le budget annuel. Dites-moi, où est-ce qu'on ira pomper cet argent-là? La question de développement, c'est une question de mécanisme, c'est une pédagogie. C'est un plan qu'il faut mettre en place. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous donne d'autres secteurs. Par exemple, les banques. En République de Guinée, regardez aujourd'hui beaucoup de banques privées. Il y en a. Je ne suis pas contre. Allez-y en Éthiopie. Là où je vous parle, les banques privées, en Éthiopie, il n'y en a pas. Les banques privées sont pour des nationaux. Mais quand vous créez des conditions qui puissent permettre à certains nationaux, la fois dernière, je vous ai écouté ici, je voyais le syndicaliste, si c'est M. So, qui disait qu'il a fait déjà 30 ans dans le domaine des banques. Pensez-vous que lui, avec d'autres personnes, ne peut pas gérer une banque? Dites-moi aujourd'hui, quelle est la banque guinéenne? Il n'y en a pas. C'est un secteur qui rapporte de l'argent de façon énorme. Il faut injecter de l'argent. Non, mais si on vous comprend très bien, c'est que vous êtes en faveur du modèle des champions nationaux. Voilà. Et c'est une option qui a été prise par le chef de l'État
malheureusement, qui n'est pas allé très loin. Vous savez, oui, très malheureusement, parce qu'on dit souvent qu'on ne juge pas un homme politique à travers ce qu'il dit, mais plutôt ce qu'il fait. Quelqu'un peut se déclarer socialiste, mais il ne l'est pas. Ou bien peut se déclarer libéral, il ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez? C'est dans l'application des choses qu'on peut évaluer la philosophie politique d'une personne. Donc, dans le contexte actuel guinéen, moi je dis qu'il faut par exemple... Quel est le secteur qui peut tout de suite, au sortir de la Covid, de la pandémie de la Covid... Nous avons quand même les mines, comment capitaliser. Est-ce qu'il faut aller sur l'agriculture? Parce que vous avez cité l'exemple du Ghana dans ce domaine. L'agriculture n'est pas un processus qu'il faut mettre tout de suite en place et puis avoir des retombées. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Est-ce que vous comprenez? Dans le domaine des mines, on a besoin, par exemple, des infrastructures. Dans le plan que moi, je mets, par exemple, en place dans mon idée de circonstancialisme, je vous donne un exemple. Parce que l'argent, c'est un système de rotation. Quand il y a l'argent, la liquidité, les cadres, ils touchent, ils volent. Maintenant, prenez, par exemple, l'échangeur de Moussedougou. Ça vous fait 16 millions de dollars. 16 millions de dollars multipliés par 10, ça vous fait 160 millions. 160 millions multipliés par 10 encore, ça vous fait 1,6 milliard. 1,6 milliard, c'est l'équivalent de 100 échangeurs à la dimension de Moussedougou. Un pouvoir qui n'a pas pu exécuter cela en 5 ans, je sais que vous n'êtes en train de rien faire. Il faut justifier ça dans le budget national. Les grandes gueules. Mine contre infrastructure, en 5 ans, vous avez plus de 100 échangeurs. Les stades ici aujourd'hui qu'il y a en République de Guinée, on n'a pas de stade. Les stades omnisports, ça vous fait 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, vous multipliez ça par 10, ça vous fait au moins 500 millions de dollars. Je veux dire 50 millions de dollars. Multiplié par 10, ça vous fait 500 000 dollars. 500 millions plutôt de dollars. 500 millions de dollars à travers seulement que les sociétés téléphoniques. Une société téléphonique comme par exemple la Sotelgui, ça peut nous permettre tout à l'heure là de relancer ces choses. Oui, mais on n'a pas de Sotelgui. Vous avez aujourd'hui on n'a plus de Sotelgui, on n'a plus de société nationale. Elle a été cannibalisée. C'est là le problème. C'est là le problème. Et comme par hasard, on a emprunté 50 millions justement pour justement avec Exim Bank. Voilà. Allez-y, Basseko. Est-ce qu'on nous explique quelques minutes? Monsieur Kaba, on va parler de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et le gouvernement a quand même mis en place un plan de riposte aujourd'hui à plusieurs dimensions. La Guinée est en train quand même de produire des résultats assez importants, encourageants en matière de lutte, parce que le nombre de guéris ne fait que accroître, c'est important. Vous, aujourd'hui, quel est votre avis sur ce plan de riposte sur la gestion donc, de cette pandémie? Moi, je pense que tout simplement, les efforts qui ont été fournis, il faut saluer de passage nos médecins parce qu'ils ont fait un boulot énorme. Ça, il faut saluer parce que c'est une remarque aujourd'hui, non seulement en Afrique, mais aussi sur le plan mondial. Mais le plus important dans le contexte actuel, je pense qu'il faut se mettre dans les perspectives d'avenir. Un pays, par exemple, comme la République de Guinée, qui ne identifie seulement que 60% de ses fiscs, c'est 60% de ses fiscs, c'est peu. Mais il faut essayer d'aller encore au-delà de cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec le contexte actuel, je pense qu'il faut se mettre dans l'avenir, construire des hôpitaux, je le disais tout à l'heure. Investir plus mais avant de faire ces investissements, moi je voudrais qu'on parle de ce secteur parce que l'un des secteurs les plus touchés aujourd'hui par cette pandémie, c'est le secteur agricole. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont monté des projets agricoles assez importants, qui ont eu des difficultés à écouler les marchandises, les produits, et on a entendu plusieurs ici. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui véritablement pour soutenir ces projets à vocation nationale pour ne pas que ces entreprises-là continuent de s'affaisser? J'ai dit qu'il faut mettre un fonds de souveraineté en place. Mais deux fonds qui ont été mis en place par le gouvernement, ça il faut le savoir. Au-delà, parce que un fonds d'appui aux PME, aux GIE et aux PME, et un fonds de garantie. Que ce soit pour la circonstance actuelle, mais il faut mettre un plan pérenne, c'est-à-dire un fonds d'entrepreneuriat jeune, d'entrepreneuriat tout court. C'est-à-dire les grandes idées qui vont venir, il faut les soutenir. Il faut soutenir aussi des personnes qui sont dans le cadre de l'agriculture, parce que je vous ai donné l'exemple, par exemple, tout à l'heure du Ghana, qui a exporté dans le cadre agricole 6,3 milliards de dollars. C'est énorme. Bien. Donc la Guinée aussi peut se mettre dans les perspectives d'avenir. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre la chose dans son contexte actuel, mais il faut essayer de se projeter dans un avenir proche, en mettant tout le mécanisme qu'il faille pour essayer si atteindre les objectifs. Allez-y Antoine. Il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid, notamment cette mesure de distanciation, le port des masques et tout ça. Comment voyez-vous l'application sur le terrain et surtout le comportement des citoyens dans le respect de ces différentes mesures annoncées par l'État? Les différentes mesures annoncées par l'État, je crois qu'on est en train de rencontrer beaucoup de difficultés, mais au-delà de cela, il y a des citoyens qui respectent
le port des masques, et je pense que c'est assez important. Le plus important, alors, je pense qu'il faut conscientiser les citoyens. Vous, les médias, vous devez beaucoup participer à ce travail. Il faut permettre de faire une bonne com là-dessus, mais aussi, il faudrait que les citoyens eux-mêmes comprennent qu'il y a une maladie qui existe. Donc, cette maladie, il faut que chacun puisse se protéger. Oui, parce que récemment, le président, dans son adresse à la nation, a allégé quelques mesures, mais il y a d'autres secteurs qui ont été omis, comme celui du transport et également certains autres secteurs. Il y a des restaurateurs, par exemple, aujourd'hui, qui sont impactés par ces mesures, surtout ceux qui travaillent la nuit. Comment voyez-vous tous ces citoyens qui, aujourd'hui, n'ont pas été pris en compte dans les mesures de l'État? J'étais très surpris quand l'État a fait l'annonce. Je pense que j'étais l'une des personnes déjà qui était déjà très contente. J'ai fait l'annonce sur ma page Facebook. Je suis trop allé vite en besogne parce que j'avais estimé qu'on allait mettre tout un mécanisme en place qui allait permettre d'absorber toutes ces difficultés. Mais très malheureusement, jusque là où nous sommes, nous avons des difficultés. C'est une déception énorme, non seulement de la part de tous les citoyens, mais aussi des politiques que nous sommes. Monsieur Kaba, peut-être le repli identitaire, c'est l'un des grands mots de ce pays. Aujourd'hui, on va dire comme ça. Quel est votre diagnostic et comment aujourd'hui, et quel mécanisme faut-il mettre en place pour en sortir? Je me souviens quand même, moi, quand on me dit Mori Kaba, il y a un événement forcément qui me frappe l'esprit. C'est quand même ce monsieur qui a réussi à réunir à la fois des victimes de Kambouaro, des victimes en fait différents événements, mais surtout ceux qui étaient censés être des bourreaux et les autres qui étaient censés être des victimes. Ensemble ici dans un hôtel de la place, c'est un événement qui, moi en tout cas, nous dans les médias, qui nous avait frappé. D'abord, comment vous avez pu réussir une telle prouesse, et aujourd'hui, est-ce que c'est une expérience qu'on peut valoriser et qu'on peut aujourd'hui dispatcher un peu partout? Parce que les crises, il faut le reconnaître, les violences d'État ont été systématiques, je dirais cycliques, depuis quand même la création des partis politiques dans notre pays. Bien. Et réponse rapide, parce qu'on doit passer à d'autres rubriques. Ouais, je pense que fondamentalement, d'abord, je dois peut-être rectifier. L'initiative n'est pas que de moi seul. Ce sont des jeunes, collectifs des jeunes, notamment le président Kondeba, et puis Karamo Kaba, Magashuba Famori, et puis Frère Ba et Mohamed Lamine, qui m'ont approché, et puis nous sommes partis ensemble. Nous avons essayé de mettre en place cette initiative pour pouvoir réconcilier les Guinéens avec leur histoire. Parce que 1958-84 est une époque, 84-2008 est une époque, 2008-2010 est une époque, 2010 aussi à nos jours est une époque. Donc il faut essayer d'exorciser les faits, situer les responsabilités pour essayer maintenant de faire en sorte que les Guinéens puissent se réconcilier avec leur histoire. Maintenant, parlant des questions de repli identitaire, s'il y a le temps, je pouvais permettre. Je pense qu'on va vous donner l'occasion de développer plus dans un instant. Pour le moment, nous passons à ces petites rubriques. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. S'abstenir, il n'est pas sa première. On va quand même le retester. Mori Kaba, donc en notre compagnie, il est homme politique, chef d'entreprise. Il est donc sur le grill ce matin. Première question, oui ou non. Vous donnez une réponse par oui, ou vous répondez à nos questions par oui ou par non. Allez-y, Mohamed Mara. Oui ou non? Oui ou non, Mori Kaba sera candidat à la prochaine élection présidentielle? Oui ou non? Je peux pas répondre à cette question. Donc Joker. On va attendre jusqu'à ce que... Il n'y a qu'un seul Joker dans cette émission. Je veux bien, si toutefois je gagne les primaires lors de au sein de la de la coalition. Allez-y, Basseko. Oui ou non, une candidature unique de l'opposition est-elle possible en 2020? Non. Antoine. Oui ou non, monsieur Kaba, au regard de tous les soucis avec la justice que vous avez, les Guinéens ne peuvent pas vous faire confiance en 2020? Oui ou non? Oui ou non, au regard de tous les soucis avec la justice que vous avez actuellement, il n'est pas possible que les Guinéens vous fassent confiance? Les Guinéens doivent me faire confiance. Oui ou non, les jeunes qu'on observe, qu'on voit sur la scène politique ne représentent pas une alternative crédible? Au regard de ce que nous observons, déjà sur la scène politique. Le jeunisme n'est pas un projet de société. Il faudrait qu'on fasse très attention.
Le jeunisme, moi, mon problème n'est pas jeune en Guinée. Bien. Jeune, vieux, femme, homme, c'est pas mon problème. Donc, mon problème, j'ai besoin d'une compétence nécessaire. C'est-à-dire, il faut prendre un Guinéen qui soit capable de relever le défi et donner à la Guinée son honneur et sa dignité. Bien. Cette autre petite rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Personnalité publique, du leader politique, et vous allez nous dire ce que vous pensez d'elle. Allez-y, Mohamed Mara, première photo. Docteur Ousmane Kaba. En 2 mots, comment vous le définirez? Docteur Ousmane Kaba, ce neveu, juste économiste, fondateur d'université en politique, pas plus. Ouais, mais aucune appréciation. C'est votre opinion. Oui, seulement que il est libéral, on est de tendances différentes, et il soutient beaucoup le libéralisme, mais lui-même, dans les faits, il est socialiste. Allez-y, Basekou. Lansana Kouyaté. Oui, Lansana Kouyaté, un grand frère, père, quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Nous avons eu des échanges. Très bien, premier ministre guinéen d'alors. Antoine. Diabati Doré du parti RPR. Diabati Doré du parti RPR, un frère, un ami, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et puis c'est mutuel. Siaka Bari. Oh, Siaka Bari est un ami d'enfance, extrêmement intime d'ailleurs. Et je pense qu'il est bien. C'est quelqu'un de sa jeunesse jusque là où nous sommes aujourd'hui. Il a eu des vertus, il a eu des qualités. Et on dit que les mêmes espèces d'oiseaux volent ensemble. C'est un ami. Nous avons presque beaucoup de similitudes dans notre évolution. Bouya Konaté. Oui, Bouya Konaté, cette personne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et avec des qualités humaines, parfois aussi qui se laisse emporter dans des petits détails et tout, des mesquineries. Je pense que cela ne devait pas être. Feu le syndicaliste. Pour aller un peu plus vite. Feu le syndicaliste Monsari. Un grand frère, un père, quelqu'un qui m'a encadré, qui m'a donné des opportunités, qui m'a donné des conseils, qui m'a inspiré, qui a veillé sur moi. Bien. Et qui a été là à tout moment dans ma vie. On arrive au terme de cette émission, M. Mori Kaba. Dites-nous en 30 secondes, vous allez vous adresser aux Guinéens. Qu'avez-vous à leur dire à cet instant, ces millions de Guinéens qui vous écoutent à la radio et qui vous regardent à la télévision, en 30 secondes? Je n'ai pas compris ce que j'ai à dire. Le dernier mot. Votre message de clôture. Voilà. Chers compatriotes, le temps était très minime, encore une fois de plus, mais j'aurai cette occasion. Je voudrais vous dire, chers compatriotes, que le 2 octobre 1958, nos honorés défunts pères proclamèrent l'indépendance recouvrée et la nouvelle République. Notre République, la République de Guinée, en nous redonnant droit à certains droits les plus fondamentaux, le droit à la liberté, à la dignité et à l'égalité. C'est dans cet élan de liberté, fondé sur le travail, la justice et la solidarité enthousiasmée par les illustres épopées de nos compagnons de l'indépendance dont Ahmed Sékou Touré, Saïfoulaye Diallo, Adjamafori Bangoura, Lansana Beyavogi, Djawadou Bari, Fodeba Keïta pour ne citer que ceux-là, qu'une des plus grandes nations sur la planète Terre a vu jour. Cette nation, c'est la nôtre. C'est la nation guinéenne. Par ailleurs, si le 28 septembre 1958 fait de la République de Guinée et de son peuple une référence historique, sommes-nous posé la question de savoir si cette réjouissance qui en découle et le niveau d'orientation politique, économique et sociale honore cet engagement? Je pense que la question vaut tout son pesant d'or. Car la Guinée a connu des hauts et des bas. Des hauts parce qu'elle a fait des succès économiques. Des hauts parce qu'elle a représenté l'Afrique. Des bas aussi parce qu'elle a connu des violations des droits de l'homme. Des bas parce qu'il y a eu des Guinéens tués. Face à tous ces efforts et à toutes ces turpitudes, à nous maintenant de sanctifier notre histoire, d'exorciser les faits, pour ne pas que l'ultime sacrifice de nos chers dévanciers soit vain, pour qu'ils reposent désormais en paix. En revanche, vous devez comprendre que la République de Guinée actuellement a plus que besoin d'un appui politique, social, économique, soldé aussi par plus de gouvernance démocratique pour asseoir
un véritable État. Bien. C'est dans ce contexte on est obligé que je lance de un appel allez-y. à tous les Guinéens à travers le monde, hommes et femmes, de se lever le 19 juin, je vous parle aujourd'hui, de retrouver cette option, c'est-à-dire l'Alliance nationale des patriotes. Tous les patriotes, rassemblez-vous pour que nous puissions relever le défi qui nous interpelle. Mais cela ne peut se passer qu'avec beaucoup d'intelligence, de patriotisme. Et je vais terminer par ce mot, qu'aucun État ne peut prospérer, connaître la paix sociale, économique et politique sans vraiment la paix. C'est pourquoi je termine par ces mots. La Guinée a été donnée à son peuple pour vivre tout le temps. Chacun de ses fils et filles vivra un temps et non tout le temps. Merci. Alors vivons notre temps ensemble dans la paix et l'harmonie. Merci. Je vous remercie. C'était donc Mori Kaba, homme politique, chef d'entreprise. Il est passé par le parti UDIR et tout. Et vous le savez. Donc merci Mori. Et quelqu'un posait la question, où est-ce que vous avez fait l'université en 10 secondes? En 10 secondes, ici, j'ai fait Sophonia. J'ai fait sociologie ici tout près là, à Nelson Mandela. Bien. J'ai fait également le droit à ISFAC. J'ai plusieurs formations. Bien. C'était donc notre invité Mori Kaba qui donc a fait ce grand oral à notre compagnie. Merci à lui d'être venu dans cette émission. Merci à tous les chroniqueurs. Grand merci aussi à l'équipe de réalisation, Amadou Sow, du côté de la radio et toute l'équipe à la télé. Ça en est terminé pour cette semaine. Merci de l'attention que vous avez regardé à la télévision. L'équipe de Lamine Guirassi donc reprend l'antenne de lundi. Portez-vous bien. On se reprend la semaine prochaine dès le jeudi. Au revoir. Portez-vous bien.